Ce soir, on va parler de legacy. Est-ce que parmi vous, quelqu'un voit un peu le legacy, ce que c'est, aurait une définition à partager? Yes. Dette technique, ouais, c'est pas mal. Je pense que ça colle assez bien. En fait, le legacy, on a souvent tendance à dire ouais, je sais pas comment ça marche, c'était là quand je suis arrivé, je touche plus, si je bouge quelque chose, ça va casser autre chose ailleurs, etc. Bref, c'est du code compliqué. On a souvent tendance à se dire c'est le code qui était là quand je suis arrivé sur le projet. Mais en vrai, la construction du legacy et de la dette technique, elle est inhérente aussi au cycle de vie des projets. En deux mots, si je vous donne une analogie, si vous avez un besoin, qui est par exemple, il y a une jolie route et on aimerait tracer la route, j'aurais dû changer les slides suivants avec des vélos, vu qu'on fait du vélo en ce moment. Donc, si votre besoin, c'est de rouler, c'est très facile quand on connaît le besoin de se dire ok, je développe un truc qui va rouler, une belle voiture. On est content, ça marche, c'est super. Et puis au bout d'un moment, on coupe le son du téléphone. Et puis au bout d'un moment, on se dit ok, c'est chouette, mais de temps en temps, quand je pars en vacances, j'aimerais bien emmener un vélo. Donc je vais rajouter un porte-bagages à l'arrière. Et puis en plus, deux places, c'est cool, mais à un moment ou à un autre, je compte peut-être avoir des enfants, donc il faudrait que la voiture soit un peu plus longue. Et un grand coffre, c'est quand même pratique. Et puis plus que 4 places, c'est quand même chouette, parce qu'on pourrait partir en vacances avec les potes, quoi. Et finalement, j'aimerais bien que cette voiture, elle fasse aussi le café, parce que quand on est en vacances, c'est quand même cool d'avoir un bon café chaud. Et du coup, après quelques itérations, votre legacy, il apparaît à l'arrière de ce véhicule. Ça marche, on ne sait pas trop comment, et on sait que si on touche à un truc, ça va pas bien se passer. Et donc, si on essaye de prendre un step back, ce legacy, cette dette technique, mais plutôt le legacy, dans le sens le code qui fonctionne sans qu'on comprenne trop pourquoi, la définition que j'aime bien, c'est de dire que c'est du code qu'on ne maîtrise plus. Non pas parce que il est trop compliqué ou parce que il est écrit de manière idiomatique qui nous correspond pas ou quoi que ce soit, mais juste parce que il rentre pas dans le schéma mental qu'on s'en fait, on a du mal à l'aborder, on a du mal à le comprendre, on a du mal à le faire évoluer sans casser des choses, et du coup, on sait plus trop ce qu'on fait avec quand on essaye de le faire bouger, quoi. Donc en général, on teste des choses en espérant que ça se passe bien, mais on n'a jamais de cette certitude. Du coup, comment s'en prémunir? Là, je vais enfoncer pas mal de portes ouvertes, donc on va faire ça très vite, parce que je vais vous dire plein de choses que vous savez déjà. Alors, hop, petit warning, enfonçage de porte ouverte. En premier lieu, on parlait de dette technique. La dette technique, pour moi, c'est un petit peu différent du legacy dans le sens où ça peut être un raccourci technique qu'on prend parce qu'on veut délivrer quelque chose plus vite, mais c'est une dette accumulée, on le sait, il faut la rembourser. Et du coup, c'est hyper important de la payer. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple très simple, on vous demande de faire un développement dans le cadre d'un projet, et puis on vous dit on n'a pas le temps de faire toutes les classes que tu as envie de faire, on n'a pas le temps de faire un beau pattern bien propre, de nettoyer tout ça, de découper le fichier de test en différents fichiers fonctionnels, etc. Donc fais au plus simple, fais-le que ça marche, et puis on paye, on fixera, on fera plus propre après. On sait tous que ce après, si on ne se force pas à le mettre dans le calendrier, ce après n'arrive jamais. Donc, payez votre dette technique. Si vos product managers vous demandent de prendre des raccourcis, vous pouvez accepter, mais ça veut dire qu'en contrepartie, le product manager doit accepter de mettre un ticket de paiement de la dette dans le sprint suivant. Des tests automatisés, c'est l'évidence. C'est l'évidence, mais le fait d'avoir des tests automatisés, ça va vous permettre d'avoir du code qui décrit le fonctionnement du code. Et ça, du coup, ça permet de comprendre ce que le code est censé faire. Même s'il est dur à lire, même si on ne comprend pas tout ce qui est fait dedans, le fait d'avoir les tests, ça permet de comprendre ce que le code est censé faire. Pratiquer le pair programming. Pourquoi? Parce qu'en fait, si quelqu'un fait du legacy dans le projet pour vous, si vous aviez codé le projet avec lui, au moment
de faire ce code compliqué que vous allez avoir du mal à comprendre 6 mois plus tard, si vous aviez été en train de pair programmer avec cette personne sur son ordinateur, vous seriez accordé sur quelque chose qui fonctionne pour vous deux. Et donc 6 mois plus tard, vous auriez encore en mémoire pourquoi ce code est comme il est. Utiliser des outils d'analyse statique de code, alors ça il y en a un paquet, hein. On peut analyser la complexité, on peut analyser la sécurité, on peut analyser énormément de choses, la modélisation des classes, etc. etc. Hyper important d'utiliser ce genre de choses, ça vous permet de ne pas avoir toutes les règles en tête et d'avoir quand même un résultat qui est d'une qualité acceptable. Utiliser un linter, crucial aussi. Clean code, oui. Alors un linter, c'est un programme qui va parser le code qu'on écrit et qui va dire si le formatage respecte des règles de formatage qui sont dites standards et acceptables. Quelques exemples de linter. En JavaScript, on a ESLint. En Ruby, on a Rubocop. Et je crois qu'il y en a dans à peu près tous les langages. Le principe, c'est que si on ajoute un linter dans l'usine d'intégration continue d'un projet, on est sûr que toute l'équipe va coder à peu près pareil. Tout le monde va utiliser les mêmes manières d'écrire les boucles for, le même nombre d'espaces. C'est par rapport au style du format. C'est uniquement du style. Le gros avantage, c'est que dans tout un projet qui est soumis à un linter, on est sûr qu'il y a le même style partout et du coup, on n'a pas à se prendre la tête à essayer de comprendre un bout de code qu'on n'est pas habitué à comprendre. Donc, ça ne change pas tout, mais ça aide beaucoup parce que ça retire les cocktails de style qui sont un peu perturbants. Des fois, on passe de 2 espaces d'indentation à 4 espaces, à une tabulation, à autre chose. Ça rend fou, quoi. Alors que là, c'est la même chose partout. Quand je disais clean code, je faisais référence au livre Clean Code qui donne des bonnes pistes pour arriver à nommer le plus clairement possible ses classes, ses méthodes, etc. C'est hyper important d'essayer d'épurer son code le plus possible parce qu'en fait, toute complexité, on finira par la payer à un moment ou à un autre. Le bouquin est très bien. Essayez de coder avec de l'intention revealing en donnant des noms de méthodes qui révèlent complètement ce qu'elles sont censées faire, même si elles font 2 lignes, etc. Ça permet d'éliminer le besoin d'ajouter des blocs de commentaires partout dans votre code. Ça rend tout beaucoup plus lisible. Et si jamais vous êtes obligé de faire du code tordu, parce que des fois on est obligé, imaginons on code quelque chose de complexe, un recu simulé ou enfin un algorithme un petit peu costaud. Des fois on n'a pas le choix, c'est cryptique. Et dans ce cas-là, il faut laisser un mode d'emploi en commentaire, forcément. Sinon, ça va être compliqué pour les gens qui arrivent derrière. Et enfin, le conseil le plus important, je pense, c'est celui-là. Si jamais, lorsque vous implémentez une nouvelle fonctionnalité, vous vous rendez compte qu'il y a un refactoring qui est nécessaire pour que le code reste propre après l'implémentation du refactoring, ajoutez le temps de refactoring dans vos estimations techniques sur le temps que vous pensez que ça va prendre. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut faire. Il faut prévenir nos product managers, nos product directors qu'on est en train de le faire. Pourquoi c'est important de le faire? Parce que, en fait, la personne qui va ordonner votre backlog et qui va dire quelle est la prochaine tâche importante, qui est souvent une personne du produit quand vous êtes dans une organisation produit ou un chef de projet ou autre, va avant tout avoir en tête le besoin de ses utilisateurs. Et refactorer du code, vos utilisateurs s'en contrefichent que le code soit moche ou pas. Ils ne seront pas contents parce que, ultimement, du code compliqué, ça va introduire plus de bugs qu'autre chose, mais ils ne comprendront pas pourquoi. Et c'est pour ça qu'il est important d'ajouter ces étapes de refactoring. Donc là, on était sur limiter la perte de contrôle. Des fois, c'est trop tard. On arrive sur un projet et on sait que c'est déjà perdu. On ouvre un fichier, les yeux piquent, on pleure et on ne sait pas quoi faire. Et la première réponse que beaucoup de développeurs donnent, c'est « on va tout réécrire ».
Et en fait, oui, on peut tout réécrire, parce qu'on comprend mieux le besoin et on va être capable d'écrire un meilleur code qui répond à peu près aux mêmes besoins. Mais ça va être beaucoup de temps d'utiliser pour refaire quelque chose qui apporte de la valeur à vos utilisateurs. Donc idéalement, c'est mieux si on arrive à ne pas tout réécrire. Parce qu'on peut faire mieux en moins de temps. Et même si le code ne sera pas parfait, on apportera quand même de la valeur aux utilisateurs. Parce qu'au final, dans notre métier, c'est tout ce qui compte. C'est ce qu'on va donner aux gens qui utilisent le code. Peu importe. Ce que je vais dire me fend le cœur, mais parce que j'aime beaucoup le code qui est joli, propre, etc. Mais peu importe que le code soit propre, joli, etc. Il faut qu'on soit pragmatique. Et quand on est pragmatique, on se dit, OK, du code propre, plus facile à faire évoluer. Donc si je fais un produit, un bout de code qui doit évoluer dans le temps, j'ai tout intérêt à le faire proprement. Par contre, effectivement, quand je fais un projet one-shot ou quoi, peut-être que je peux me permettre de prendre des raccourcis. Mais en tout cas, on va essayer de discuter de comment on fait pour éviter de tout réécrire. En fait, moi, ce soir, je vais vous parler d'une classe d'outils qui s'appelle des librairies d'aide au refactoring. Il y en a un paquet. Il y en a dans toutes les langues. Elle s'inspire pour la plupart d'une librairie qui a été développée chez GitHub qui s'appelle Scientist, qui est une librairie Ruby. Et elles font des trucs hyper intéressants. Et je vais vous parler un peu plus précisément de DL Experiment, qui est très très inspiré de Scientist, mais qui a des petites différences et qu'on a bricolé chez Doctolib. Donc en gros, le principe général de ces librairies, c'est d'appliquer le cycle Lean, c'est-à-dire je vais mesurer quelque chose, je vais en apprendre quelque chose et je vais pouvoir faire un geste, je vais pouvoir bouger quelque chose sans craindre de casser autre chose. Donc tout le but, c'est de pouvoir tester des choses, tester des modifications de code, etc., sans tout foutre par terre. Du coup, comme je vous le disais, on va faire un petit zoom sur Doctolib DL Experiment. Alors ça, c'est une librairie Ruby, et sa proposition de valeur, c'est la suivante, qui est à peu de choses près celle de Scientist. Au prix du temps d'exécution de l'implémentation candidate, vous gagnez la possibilité de la tester en production sans aucun impact pour vos utilisateurs. Tester en production. Ça fait toujours... Exactement. Tester en production. Là, c'est hyper intéressant parce que je suis sûr que parmi vous, il y a des gens qui ont déjà travaillé sur des systèmes, peut-être pour des banques, peut-être pour le médical, peut-être des choses où il y avait des enjeux qui étaient un petit peu élevés, où on n'avait pas vraiment envie d'introduire des bugs. Et bien ça fait très peur, mais le framework, il est là pour permettre de le faire sans tout casser. Exemple concret. Il vous plaît? C'est moi qui l'ai fait, ce petit bout de legacy. Je l'ai fait spécialement pour vous. Alors c'est une méthode, si on se casse la tête à la lire, on peut prendre une dizaine de minutes pour la lire, mais raccourci, en fait, elle prend un tableau et elle vous renvoie l'index du premier élément qui vaut 42 dans le tableau. C'est la méthode la plus utile de l'univers. Et en fait, quand on arrive sur ce genre de code, c'est pas facile à lire. D'accord, le premier impact, c'est waouh, qu'est-ce qui se passe? Il y a des effets de bord sur des variables qui sont incrémentées. Il y a une espèce de test bizarre à la fin qui dit qu'on retourne nil si i vaut moins 1. Mais qu'est-ce que i? À quoi ça sert? Comment ça marche? Dans quelle étagère? Et en fait, on aimerait se débarrasser de ce code parce qu'il peut être écrit de manière beaucoup plus propre. Donc le premier truc qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une technique qui s'appelle méthode sprouting. C'est-à-dire qu'on prend la bulle de code moche et on la met dans une méthode. Comme ça, on gagne un niveau d'abstraction. Pour l'instant, on n'a rien gagné, à part le fait d'avoir déménagé un peu de code ailleurs. Ça ne change pas grand-chose. C'est juste le début de quelque chose. Maintenant qu'on a ça, notre méthode index of 42, elle est un peu plus simple à comprendre dans le sens où on se dit, oui, c'est la méthode qui va appeler un bout de code legacy que je ne comprends pas trop. Je suppose que ça trouve l'index de 42, mais je ne suis pas sûr, il y a peut-être un bug dedans. Parce que je suis sûr que même si, enfin que personne ne peut dire dans la salle s'il y a un bug ou pas dans le code que je vous ai montré tout à l'heure.
Moi-même, j'ai un doute, hein. Et en fait, avec DL Experiment, on va pouvoir faire ça. On va déclarer un bloc expérimental. On va dire qu'on teste index of 42. Et dans ce bloc, on va dire, OK, mon legacy, c'est ça. Mais en fait, moi, je suis quasiment certain, et je veux faire l'expérience, que ça peut être remplacé par ça. Et ça veut dire, je prends le tableau, j'appelle la méthode index, et je cherche l'élément qui vaut 42. Donc ça, c'est du Ruby idiomatique, et c'est beaucoup plus joli que ce que je vous ai montré tout à l'heure. On est d'accord, j'espère. Et après, c'est terminé, en fait. Et là, à partir de là, on peut faire deux choses. On peut lancer sa suite de tests. Et si jamais à un moment dans la suite de tests, les deux résultats divergent, le code va péter et ça va lever une exception et vos tests vont foirer. Et ça vous permettra de savoir tout de suite que votre petit refactoring ne marche pas correctement. Mais on peut aussi l'envoyer en prod. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? Quand on l'envoie en prod, ce bout de code, le framework, il va prendre le bloc legacy, il va l'exécuter, prendre son résultat, vous gardez l'exception qui a été élevée si une exception a été élevée. Ensuite, il va prendre le petit bout de code de l'expérience, il va l'exécuter, il va garder le résultat ou garder l'exception si une exception a été élevée. Et ensuite, il va comparer les deux. S'il y a une différence en production, il va exécuter une callback qu'on appelle onDiff et qui va vous permettre d'exécuter n'importe quel code arbitraire et avec en paramètre les deux résultats divergents de votre legacy et de votre expérience. Vous pouvez aussi enregistrer les paramètres, du coup. Vous pouvez faire plein de choses. À partir de là, vous pouvez décider juste d'ajouter une ligne de log et utiliser un drain pour suivre les logs et filtrer les logs qui contiennent un mot-clé que vous avez mis dans votre chaîne. Vous pouvez créer un modèle au fin fond d'une base de données. Vous pouvez utiliser du statsd pour stocker ça ou n'importe quoi d'autre. Personnellement, il m'est arrivé d'utiliser un Redis, un serveur clé-valeur, pour garder une queue des 100 derniers échecs de ce qui s'était passé et juste de les consulter quand je voulais tester quelque chose là-dessus. Le gros avantage, c'est que même si le code pète, même s'il fonctionne différemment, ça reste invisible pour mes utilisateurs parce qu'au final, le bloc expérimental renvoie toujours le résultat du legacy, que ce soit une exception ou un résultat. Donc, ça c'est exactement ce que je viens de vous raconter. En fait, en test, ça fait échouer votre suite de tests. Et en prod, ça compare les deux résultats et ça déclenche une callback que vous définissez. Et une fois que c'est terminé et qu'on est rassuré, qu'on a vu que la suite de tests ne cassait pas et qu'en plus on laisse tourner l'expérience une semaine, 2 semaines, 1 mois en production et qu'il n'y a pas de log qui est créé ou n'importe quoi, c'est vous qui pouvez décider de garder une trace quand ça foire sous n'importe quel format qui pourrait vous intéresser. Ça peut être même un appel de serveur ou que sais-je, une requête JSON sur n'importe quoi. Enfin voilà. Une fois que vous avez laissé tourner suffisamment longtemps pour être confiant, vous avez juste à remplacer le code de votre méthode legacy initiale par le code expérimental. Vous pouvez supprimer votre méthode legacy et c'est terminé. Vous avez refactoré un bout de code. Pardon. Oh, j'ai avalé de travers ma salive, excusez-moi. En toute confiance. Et en fait, ça a un effet hyper intéressant, c'est que quelle que soit la complexité du code auquel vous êtes confronté, vous pouvez tester des choses. Seul inconvénient, les effets de bord. Cette classe d'outils, en fait, c'est leur limite. Vous n'avez pas envie, il y a moyen derrière d'utiliser des bacs à sable dans la base de données pour éviter que ça n'écrive des choses, mais vous n'avez pas envie d'utiliser du code qui a des effets de bord et qui va modifier des choses, que ce soit dans l'environnement de votre programme ou dans ces back-ends, ces bases de données associées. Petite comparaison entre Experiment et Scientist. En fait, avec DL Experiment, vous n'avez pas besoin d'intégration avec un back-end tiers. Le code que je vous ai montré tout à l'heure ne demande pas forcément d'un back-end tiers. Vous pouvez envoyer des warnings dans des logs, vous pouvez décider de faire n'importe quoi. Il n'y a pas besoin de mettre un back-end tiers plus un front-end pour pouvoir consulter les résultats.
C'est à vous de voir comment vous voulez les récupérer. Mais ça reste possible. Et puis surtout, c'est orienté test first. Donc si vous avez suivi les conseils du début et que vous avez déjà une suite de tests, vous êtes plutôt bien. Par contre, il y a un truc qui est dingue avec Scientist, c'est la flexibilité de l'outil. Vous pouvez tout surcharger. Le framework est hyper riche. Ça reste un outil Ruby, donc je ne sais pas si ça parle à beaucoup de monde le Ruby dans la salle, mais vous pouvez trouver des clones de ce framework dans à peu près tous les langages. Du coup, si on essaye de résumer un peu tout ça, en amont, pour limiter l'introduction de ce genre de code, eh ben, il faut essayer d'adopter toutes les bonnes pratiques qui vont bien pour garder un peu la connaissance là-dessus. Donc pair programming, suite de tests, essayer de clean coder autant que possible, garder le contrôle sur la qualité de son code et sa lisibilité. Si le code est déjà installé, utilisez un framework d'aide au refactoring comme DL Experiment ou Scientist. Et si jamais vous avez envie de tester des choses, d'entraîner vous-même ou des gens dans vos équipes qui sont un peu plus juniors à travailler avec du code qui est difficile à faire évoluer, je vous encourage aussi à regarder du côté du Guilded Rose Kata. Alors qu'est-ce que le Guilded Rose Kata? Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer carrément la page. Le Guilded Rose Kata, en fait, il est disponible dans plein de langages, mais en gros, c'est un bout de code qui simule le fonctionnement d'une auberge magique dans un jeu de rôle, et il est très compliqué, et il est simplifiable, il est factorisable, il est améliorable, et c'est un super exemple pour s'entraîner à modifier du code difficile dans tous ces langages-là, en fait. Il est vraiment très cool. Je vous encourage à le faire au moins une fois en atelier avec vos équipes. C'est vraiment chouette. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Je suis Alexandre Ignatovic, vous allez pouvoir me trouver sur Twitter et GitHub sous le handle bancaire. Je suis dev manager et maker chez Doctolib. Et je vous encourage, si jamais vous aimez le JavaScript, le Ruby, les outils tech, ou si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur les événements que fait Doctolib, à vous inscrire sur notre newsletter tech. Et elle est trouvable à bit.ly/dtl-roadshow.